voudrais d'abord prendre une minute pour me présenter davantage. L'Institut du Nouveau Monde que j'ai créé, que je dirige depuis maintenant 10 ans, est une organisation non partisane, indépendante, à but non lucratif, qui, justement, je crois, mobilise beaucoup de connaissances dans le but d'accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Notre mission, c'est celle-là. Et nous le faisons mobiliser des connaissances autant sur cette notion de démocratie et de participation citoyenne. Nous venons de publier la semaine dernière un plaidoyer sur la participation citoyenne qui s'intitule « Nous sommes démocratie », qui s'appuyant lui-même sur des travaux de recherche sur la science existante et sur des consultations que nous avons menées et qui ouvre sur 7 chantiers qui sont autant de réformes possibles de notre démocratie. Nous le faisons aussi sur des grands sujets de l'heure, puisque l'une des manières d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique, c'est de leur permettre de participer aux grands débats publics sur les grands enjeux de notre temps. Nous le faisons depuis 10 ans. Cet automne, nous menons, par exemple, nous concluons une démarche sur les inégalités sociales dans notre société. Nous avons, pour ce faire, publié une encyclopédie en ligne qui est l'une des mieux garnies qu'on puisse trouver en langue française à travers le monde. Nous avons publié un ouvrage scientifique sous la direction d'Alain Noël et de Myriam Famy. Nous avons mené des consultations citoyennes et nous tenons les 24 et 25 octobre prochains, et je vous y invite, un rendez-vous national sur les inégalités sociales qui permettra quoi? Qui permettra un dialogue entre la science et la société sur comment réduire les inégalités dans notre société. Nous nous employons à ce genre de choses depuis des années et ce qui nous a conduit à participer également aux travaux du Réseau québécois en innovation sociale qui s'est transformé cette année en organisme indépendant et qui a pour but de rassembler les innovateurs sociaux, que ce soit des gens participant à de la recherche, à du transfert, que ce soit des gens qui représentent des institutions ou qu'ils soient entrepreneurs sociaux, donc des personnes qui mobilisent des énergies, des connaissances, des personnes pour l'innovation sociale dans notre société. Alors, je m'arrête ici pour ouvrir maintenant notre table ronde, la table ronde des organismes subventionnaires, dont le thème est le suivant. Pourquoi la mobilisation des connaissances est-elle devenue un enjeu important pour les organismes subventionnaires? Quelles sont les stratégies pour y répondre? On pourrait ajouter aussi quels sont les objectifs que se sont donnés les organismes subventionnaires pour les 5 prochaines années. Et y a-t-il des particularités ou des défis spécifiques aux sciences sociales et humaines, arts et lettres, dans la poursuite de cet objectif de la mobilisation des connaissances? Nous avons avec nous, il y aura 3 interventions, bien que nous ayons 4 personnes qui participent à ce panel. D'abord, M. Pascal Marty, qui est directeur adjoint scientifique Europe et international à l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique. M. Marty, bienvenue parmi nous. Ensuite, M. Ted Hewitt, qui est vice-président directeur du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui est accompagné par le directeur adjoint du Conseil, M. Éric Bastien. Ensemble, feront une présentation donc à partir de la perspective du CRSH. Et finalement, Normand Labrie, qui n'a plus besoin de présentation, qui est directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Donc, j'inviterai tout de suite M. Marty à ouvrir le bal avec sa présentation. Vous pouvez la faire d'où vous êtes déjà ou vous présentez ici au Lutrin, comme vous préférez. Je peux rester ici. Alors, je vous inviterai à rapprocher le micro de vous, par contre. Merci. Merci. Alors, j'ai préparé une présentation qui est prête. Bien, alors, je vais intervenir dans cette table ronde à partir d'un point de vue qui est légèrement différent. Donc, du point de vue du CNRS, nous ne sommes pas au sens strict d'organisme subventionnaire, mais nous sommes un opérateur de recherche qui est en relation constante et étroite avec les organismes subventionnaires, puisque l'activité que nous menons ne pourrait aujourd'hui plus se développer sans les fonds, les programmes que nous arrivons à développer avec les financements acquis auprès des organismes subventionnaires. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attentifs aux mutations qui ont eu lieu ces dernières années. Donc, diapositive suivante. Bien, alors, l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS a un objectif très clair qui est peut-être très simplement énoncé pour nous. Le but premier, c'est la production de connaissances de haut niveau en fonction des débats épistémologiques de nos disciplines au niveau international.
Toutefois, ces objectifs qui peuvent ressembler à de la recherche purement fondamentale doivent toujours se coordonner avec d'autres cadres de notre travail, notamment ceux qui sont développés par la stratégie nationale de la recherche en France et qui s'articulent très fortement aussi avec la manière dont l'Union européenne, à travers ses programmes de recherche, et son principal programme de recherche qui se développe, le nouveau depuis 2013, horizon 2020. Alors, au niveau européen, le travail s'est divisé en quelque sorte, ou va se diviser en trois grands chapitres. Cette division est nouvelle pour nous, et elle est nouvelle pour notre communauté. On y retrouve des choses que nous connaissons bien en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire la possibilité de développer une recherche de type fondamental, ce qu'on va retrouver dans la science excellente du premier pilier. Nous voyons se développer au niveau européen un deuxième pilier sur la recherche plutôt tournée vers l'innovation technologique, dans laquelle nous pouvons trouver notre place, mais où nous ne sommes pas naturellement les plus à l'aise. Et puis, le troisième chapitre, les défis sociétaux, qui représentent, on le voit sur cette répartition des revenus, l'essentiel des fonds qui seront alloués, la plus grande partie des fonds qui seront alloués au cours des 7 années du programme Horizon 2020, les défis sociétaux. Alors ces défis sociétaux, on pourrait se réjouir effectivement d'y voir un de nos principaux mots-clés, mais ils représentent pour nous une donne tout à fait nouvelle. Alors, tout à fait nouvelle, je nuance immédiatement, nous connaissions depuis très longtemps des appels d'offres disponibles auprès des ministères, auprès des collectivités territoriales, qui étaient assez largement fléchés. Et nos communautés, en partie tout du moins, s'y étaient habituées. Avec la définition des 7 principaux défis sociétaux, on voit en quelque sorte disparaître l'organisation du financement de la recherche par mots-clés disciplinaires pour voir apparaître des grandes préoccupations de société. Parmi ces grandes préoccupations de société, l'une correspond, ou deux, les deux dernières correspondent plus directement aux activités de nos disciplines. Ce schéma qui a été développé au sein de la Commission européenne et négocié avec tous les États membres a été en quelque sorte, ou a beaucoup inspiré la manière dont la stratégie nationale de la recherche en France et les affichages des programmations de recherche de l'Agence nationale de la recherche s'est structuré, puisque on retrouve un nombre de défis ou de priorités qui est légèrement différent, mais les mots-clés se recoupent, les grandes thématiques sont assez largement les mêmes. Alors, ces défis sociétaux correspondent pour nos disciplines aussi à des défis scientifiques pour les sciences humaines et sociales. En effet, il faut désormais travailler de manière différente. Le contact avec les parties prenantes, avec la communauté, telle qu'elle a été définie par M. Proux tout à l'heure, constitue un nouveau cadre. Travailler avec des associations, travailler avec des milieux professionnels, travailler aussi avec des entreprises, c'est quelque chose qui devient tout à fait nouveau pour certaines de nos disciplines et qui peut, dans l'évaluation notamment des programmes au niveau de la Commission européenne, constituer des clés décisives. Et il faut pouvoir démontrer que le travail ne sera pas mené en isolement au sein de la science, mais bien en contact avec ceux qui seront les courroies de transmission vers l'innovation sociale. Les résultats mobilisables pour la société, ça signifie aussi que nous devons faire face à un autre défi. Souvent, nous nous contentons de dire dans nos réponses aux appels d'offres que nous valoriserons nos résultats dans les meilleures revues du domaine, nous publierons des articles savants, des livres. Il faut, je crois, aujourd'hui innover aussi. C'est un défi pour les sciences humaines et sociales dans la manière de restituer les connaissances vers la société, pas simplement peut-être par des écrits, mais aussi par l'association des parties prenantes dont je vais parler tout à l'heure. L'interdisciplinarité est aussi le troisième cadre qui change complètement la donne, notamment dans les défis sociétaux. En effet, dans cette phrase non traduite en français du portail de la recherche de l'Union européenne, on voit qu'effectivement, on considère les sciences humaines et sociales comme un aspect transversal de tous les défis sociétaux. On considère donc les sciences humaines et sociales comme une contribution décisive
pour la réussite de la manière dont la science va pouvoir améliorer les conditions de vie, la performance de toutes les sociétés européennes. Alors on peut se réjouir effectivement de cet appel à l'interdisciplinarité et au rôle des sciences humaines et sociales dans toutes les disciplines, mais cela suscite aussi un certain nombre d'inquiétudes. En réalité, dans nos communautés, autant le côté passionnant des chantiers interdisciplinaires est tout à fait reconnu, et je crois que nos collègues sont tout à fait prêts à s'y engager. Autant une interdisciplinarité qui serait uniquement une interdisciplinarité de service, visant uniquement à traduire ce que nos collègues des autres sciences auraient mis au point eux-mêmes, n'est pas quelque chose qui nous satisfait totalement. Donc nos communautés, je crois, sont attentives à ce qu'il y ait une interdisciplinarité dans laquelle nous ayons toute notre place, notamment dans la définition des objectifs de recherche, avec une assez forte autonomie. Alors, par rapport à ces objectifs, l'Institut des sciences humaines et sociales essaie de mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives et de dispositifs. Je vais rapidement vous en parler. D'abord, Patrice Bourdelet l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes attentifs à encourager nos collègues, ceux qu'ils font déjà et ceux qui seraient tentés de le faire davantage, à valoriser leurs connaissances. Alors, je ne parle pas du salon innovatif SHS, qui est le salon de la valorisation dont Patrice Bourdelet a parlé. Je mentionne juste que le CNRS a créé les médailles de l'innovation, et en 2011, c'est parmi les 3 médailles accordées, bien, une d'entre elles a été donnée à une chercheuse des sciences humaines et sociales, Esther Duflo, pour ses travaux, notamment sur le microcrédit. Nous faisons en sorte aussi de développer des priorités scientifiques qui sont connectées à des thématiques pour lesquelles l'innovation sociale est absolument évidente. Les recherches sur le genre, nous avons créé un institut du genre, un groupement d'intérêt scientifique qui réunit plusieurs parties prenantes dans ces recherches. Nous avons, il y a quelques semaines, ouvert à Lyon un colloque de 3 jours sur les questions du genre qui a été, je crois, un grand succès et qui a réuni bien plus que des scientifiques, aussi de nombreuses personnes venant de la société civile et des associations. Nous avons une priorité autour de la réflexion sur la recomposition du travail et de ces catégories dans le monde contemporain. Les priorités sur les aires culturelles, Patrice en a parlé, mais l'actualité nous démontre tous les jours, et les voisinages un peu turbulents de l'Union européenne montrent bien que nous avons une grande responsabilité dans le développement de recherche où nous pourrions mieux comprendre ce qui se passe, ne serait-ce qu'à nos frontières. Et enfin, nous sommes aussi engagés dans la réflexion avec nos collègues des sciences de l'information, de la communication, de l'informatique, sur la manière dont nous pouvons mettre en place une recherche basée, une recherche collaborative, une recherche basée sur la participation des citoyens. Et nous avons donc demain un premier atelier à Paris sur la question donc de la mobilisation des connaissances pour des projets scientifiques par la mobilisation citoyenne. Avant-dernière étape, nous cherchons à développer l'interdisciplinarité pour pouvoir faire en sorte que nos équipes soient mieux à même de répondre aux appels d'offres des organismes subventionnaires qui sont très centrés sur des approches transversales. Pour ça, le CNRS a créé une mission pour l'interdisciplinarité qui encourage la création de projets regroupant des disciplines diverses. Nous essayons aussi de développer des recrutements interdisciplinaires avec plusieurs types d'initiatives, affecter des chercheurs de disciplines de sciences humaines, par exemple, dans des laboratoires d'autres disciplines, et vice-versa. Et enfin, nous développons un réseau de 22, bientôt 23 maisons des sciences de l'homme, et ces maisons, qui sont installées sur des campus universitaires, ont un rôle très important à la fois pour l'interdisciplinarité, à la fois pour le numérique dont on a parlé tout à l'heure, parce que ce sont souvent des centres de ressources pour le numérique, et à la fois aussi pour la relation avec les partenaires locaux au niveau des collectivités. Enfin, la dernière chose, c'est, puisque il est pour nous très important que nos équipes puissent avoir des succès de plus en plus forts dans le programme Horizon 2020, eh bien, nous souhaitons les accompagner pour cela, les aider dans la visibilité de leurs publications, de leurs travaux, les aider dans leur mobilité pour constituer des réseaux, les aider pour que ces réseaux internationaux, qui peuvent s'appuyer sur les centres du CNRS à l'étranger, dont la carte est montrée ici, eh bien, puissent amener les collègues très concrètement à s'engager dans des démarches de réponse à ces grands appels d'offres. Et pour cela, nous essayons aussi de les accompagner, notamment pour bien leur faire connaître les nouvelles
conditions de l'évaluation. Et dans ces conditions-là, dans ces conditions d'évaluation, il n'y a pas que l'excellence scientifique qui va être importante, il y aura aussi, bien sûr, la manière dont les connaissances retournent vers la société ou sont coproduites avec la société. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Marty. Je vais maintenant tout de suite passer la parole aux deux représentants du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, M. Ted Hewitt, qui est vice-président directeur, et M. Éric Bastien, qui est directeur adjoint. Merci, M. Venn. C'est un grand plaisir d'être ici ce matin, de parler un peu au sujet de la mobilisation des connaissances et particulièrement pour la promotion de l'innovation sociale. I'm very pleased as well to be back at Concordia University, which has been a significant partner for SSHRC, not only in the generation of knowledge, but particularly with respect to the subject we're discussing today. I'm sure you'll hear more about that from Professor Carr at some point during the day. Je suis ici avec mon collègue, M. Éric Bastien, directeur adjoint des partenariats au CRSH. C'est le plan. Je voudrais commencer avec un court survol de l'engagement de CRSH pour la mobilisation des connaissances. Ensuite, je vais passer la parole à M. Bastien, qui discutera des occasions de financement du CRSH axées sur la mobilisation des connaissances et de la place réservée à l'innovation sociale. Pour commencer, un petit peu d'histoire. Oui. Le CRSH a été constitué par une loi en 1977 et a reçu comme mandat, entre d'autres choses, de promouvoir et de soutenir la recherche et l'érudition dans le domaine des sciences humaines. Nos objectifs sont liés à trois domaines connexes. Premièrement, d'abord le développement du talent, particulièrement les étudiants. Deuxièmement, le savoir, souligné par l'excellence de la recherche en sciences humaines. Et troisièmement, la connexion qui favorise l'échange des connaissances afin de maximiser son impact. Dans tous ces domaines, on encourage aussi l'établissement de partenariats entre les organisations universitaires, l'industrie, le gouvernement et autres secteurs de la communauté. Dans ce mélange, l'impact est central. Nous cherchons à générer le maximum d'impact par l'entremise de la mobilisation des connaissances et des experts de tous les secteurs d'activité, autant des domaines publics, privés ou de la société civile. Vers cette fin, on utilise des moyens variés, comme par exemple nos occasions de financement. Eric abordera cette question dans quelques minutes. Les nouvelles politiques développées conjointement avec les autres organismes subventionnaires, IRSC, par exemple, le CRSNG, d'abord la politique de libre accès aux publications qui va être appliquée à tous les projets subventionnés par les trois agences fédérales et qui entrera en vigueur dès ce printemps. Ensuite, la stratégie de la gestion de données en développement par les organismes subventionnaires en ce moment. Troisièmement, les initiatives innovatrices qui favorisent dans le milieu universitaire la participation active des étudiants à la création de nouveaux moyens de communication de la recherche en sciences humaines. Enfin, le CRSH a lancé en juin 2011 une initiative appelée « Imaginez l'avenir du Canada » qui vise, entre autres, à mobiliser les chercheurs en sciences humaines et les praticiens pour qu'ils se penchent sur les questions liées à 6 grands défis sont susceptibles d'émerger dans 5, 10 ou 20 ans. Mais certainement, au cours des efforts, particulièrement liés à l'innovation sociale, restent nos occasions de financement dont Eric va parler un petit peu. Il va rester ici ou ici? Yeah, OK, excellent. Merci, monsieur. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner cette opportunité-là pour faire la promotion de nos occasions de financement au CRSH. Pour revenir sur l'origine de la mobilisation des connaissances, on l'a entendu ce matin, l'origine vient de la demande de notre propre communauté des chercheurs ici au Canada. Comme on l'a vu ce matin, il y a des universités dont c'est ancré dans
dans le mandat, comme l'UQAM, mais il y a aussi d'autres centres de recherche au Canada, puis d'autres chercheurs qui en faisaient la demande, donc des occasions de financement qui permettaient ce genre de collaboration-là. Mais la demande aussi vient de la société en général, donc elle qui doit faire face à des nouveaux défis. Dans les 2 dernières décennies, l'environnement politique, économique et social a changé considérablement. On n'a qu'à penser aux pressions que fait la mondialisation sur nos sociétés. Donc, on avait un besoin accru chez les organismes, disons, non académiques d'avoir accès au savoir et puis de pouvoir travailler avec les chercheurs. Donc, nous, vous avez vu rapidement la définition de la mobilisation des connaissances au CRSH. On le voit comme un modèle circulaire où les chercheurs, disons, universitaires ou affiliés à des institutions postsecondaires ont autant besoin des praticiens et puis des chercheurs qui sont affiliés à des organismes, disons, non académiques pour leurs propres entreprises de recherche. Et puis, le praticien a besoin autant des chercheurs universitaires. Donc, c'est je ne dirais pas un échange de services, mais la collaboration est primordiale dans le cas des 2 activités. Donc, il y a autant des praticiens que chez les chercheurs universitaires. Et puis, la définition de l'innovation sociale on n'a pas tenté de la définir au CRSH, l'innovation sociale, mais quand même, notre compréhension de l'innovation sociale, donc celle qui est affichée en ce moment, on peut y retenir un cadre de travail inclusif où les praticiens, autant que les chercheurs universitaires, ont des connaissances à partager, puis des connaissances à développer. Pour ce qui a trait de nos occasions de financement, bien, essentiellement, il y en a 3 au CRSH. Il y en a 5, disons, vous les connaissez probablement, là. Les subventions de savoir, les subventions de développement de savoir. Mais les 3 ici qu'on a, c'est des occasions de financement où la mobilisation des connaissances est au cœur de l'activité qu'on cherche à financer au CRSH. Donc, la subvention de développement de partenariat, donc qui cherche à développer des nouveaux partenariats ou des nouvelles approches partenariales. La subvention de partenariat elle-même, donc une initiative beaucoup plus disons, réfléchi, mûr, et donc où les chercheurs sont prêts à entreprendre une grande initiative de recherche partenariale. Et puis la dernière, la subvention Connexion qui vise, donc c'est une subvention d'1 an qui vise à supporter des initiatives, disons, partenariales dans le court terme, des colloques, des conférences, mais aussi d'autres activités de rayonnement. Oui, donc, M. Hewitt en a fait mention. La mobilisation des connaissances au CRSH ne passe pas seulement par nos occasions de financement, mais par d'autres initiatives qu'on a entreprises. Donc, on est en train de développer au CRSH une politique sur le libre accès avec nos organismes sœurs, une politique donc pour donner accès aux publications des chercheurs ou à d'autres initiatives de diffusion des résultats au grand public. Une autre politique sur la gestion des données, donc rendre publiques les données de recherche quand la recherche est complétée. Mais aussi, il y a d'autres initiatives qui existent au CRSH. Ici, Racontez-moi une histoire, où on invite les étudiants à présenter leur thèse en 3 minutes dans le cadre d'une vidéo. Puis à la fin du concours, il y a tout le temps 5 gagnants. Et vous pouvez retrouver ces vidéos-là en ligne. Aussi, il y a Ted en a fait allusion un peu, l'initiative Imaginer l'avenir du Canada. Donc, une vaste initiative de consultation qu'on a fait avec la communauté des chercheurs ici au Canada, mais aussi à l'international, mais aussi des gens, des praticiens de la communauté, où on a identifié 6 grands défis futurs sur lesquels la communauté de recherche devrait se pencher dans les prochaines années. Vous pouvez les trouver dans notre site Internet, mais l'idée principale autour de ça, c'est de mobiliser les connaissances autour de ces 6 grands défis-là, soit par l'entremise de conférences, de colloques, de différentes diffusions. Pour finir, est-ce qu'il reste... Il ne vous reste pas de temps.
Ah non. Complété. Mais rapidement, sur les défis de la recherche partenariale, eh bien, un des grands défis, il y en a 4 environ, mais le premier, c'est que la recherche en sciences humaines s'inscrit souvent dans le long terme. C'est dans le long terme que ces impacts se font sentir, mais la demande de nos sociétés pour le court terme, là, c'est un grand défi pour nos chercheurs de rencontrer ces demandes-là. Le leadership, ça prend des leaders qui sont capables de rejoindre un consensus. On en a fait allusion ce matin entre la recherche, disons, plus fondamentale et les problèmes que peuvent vivre nos sociétés. Aussi, les chercheurs sont beaucoup plus connectés qu'on le laisse entendre. Donc, formaliser des relations qui fonctionnent très bien informellement. Donc, les relations que les chercheurs ont avec leurs partenaires qui fonctionnent très bien, quand ils présentent au CRSH, il faut formaliser ces relations-là. Des fois, c'est des grands défis. La gouvernance des entreprises partenariales, donc des processus décisionnels inclusifs où les partenaires ont à participer dans le processus décisionnel qui revient à la notion de mobilisation des connaissances, où tout le monde doit être impliqué dès le départ jusqu'à la fin. Donc, s'entendre sur... on ne fait pas de distinction entre la recherche fondamentale et appliquée. Un bon partenariat est d'abord et avant tout trouve ses fondements sur des grands fondements théoriques et est appuyé solidement sur des théories scientifiques. Donc, voilà. Puis, le plan d'acquisition des connaissances. Donc, être capable de donner à nos partenaires de l'information dans un temps opportun et de l'information pertinente qui les sert dans la vie de tous les jours plutôt que de leur envoyer là, une multitude de publications. Donc, voilà. Merci. Merci, M. Hewitt et Bastien. Et merci, M. Bastien, d'avoir poursuivi, parce que justement, c'était la question que j'allais vous poser. Quels sont les défis que ça représente? Et d'avoir ouvert là-dessus, c'est intéressant que vous ayez pu le faire. J'invite maintenant M. Normand Lavry, qui est directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Voilà, merci beaucoup. Comme je suis en très grande partie responsable du retard qu'on a pris, je vais être bref dans ma présentation. Tout simplement pour vous dire qu'au Fonds de recherche du Québec, on a adopté une stratégie de mobilisation des connaissances qui vaut pour les 3 fonds au printemps dernier, qui a été adoptée par les conseils d'administration et qui avait été élaborée pendant 1 an et demi par Benoît Sévigny, le directeur des communications et de la mobilisation des connaissances. Alors, je vais en venir directement au but, en donnant l'objectif de cette stratégie-là. C'est vraiment soutenir les chercheurs et les étudiants-chercheurs à s'engager davantage dans des activités de mobilisation des connaissances, dans l'optique de maximiser la retombée là, de leurs travaux dans la société québécoise. Faire en sorte aussi que la recherche qu'ils soutiennent soit connue et reconnue dans la société. C'est important, on a identifié ça comme étant un des défis dans le domaine, en particulier dans le domaine des sciences sociales et humaines, et que leur action soit complémentaire à celle d'autres organismes dont la mission en est une de transfert des connaissances. Donc, ne pas se substituer à ces organismes, mais quand même de travailler en partenariat. Alors, on a 3 grandes orientations, que je viens tout de suite. Première orientation, soutien à la communauté scientifique, renforcer les liens entre les chercheurs et les utilisateurs, et ça, c'est à travers nos programmes, à travers les modalités des programmes, éligibilité, évaluation, tous les critères qui font partie des programmes, avec 4 objectifs. Donc, encourager les chercheurs et les étudiants-chercheurs à faire de la mobilisation des connaissances dans le cadre de leur recherche. Deuxième objectif, de faciliter les partenariats. On a aussi cet élément-là qui est majeur, traditionnellement, au Fonds Société et Culture, mais aussi dans cette stratégie-là de faciliter les partenariats de recherche et les collaborations entre les chercheurs. Troisième objectif, de mobiliser les connaissances dans des grands projets de recherche intersectoriels. Et quatrième objectif, de mieux outiller les chercheurs et étudiants-chercheurs. Ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation vise davantage la société, donc gagner en reconnaissance dans la société. Alors, l'objectif numéro 5, mettre en valeur la recherche et ses résultats auprès des utilisateurs. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui fait partie de ce projet. Objectif 6, faire connaître l'importance de la recherche et du rôle des fonds dans le développement de l'économie et de la société québécoise du savoir auprès des milieux gouvernementaux, du milieu des affaires et du grand public en général. Et enfin, la troisième orientation est liée à une évaluation de l'impact, mieux faire connaître la contribution de la recherche à la société québécoise
et ça vise à répondre à une préoccupation de plus en plus présente envers le financement public de la recherche. Et l'objectif numéro 7 est justement de mesurer les retombées, les effets de la recherche soutenue par les fonds dans la société. Je pense que ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle aujourd'hui on a invité la Fédération des sciences humaines du Canada à présenter son rapport sur l'impact de la recherche, et on s'engage aussi au fonds de recherche au cours de l'année qui vient à développer des façons de démontrer l'impact de la recherche à l'intention des décideurs publics, en fait. Voilà, merci beaucoup.